Yo l'équipe, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui ça va être un live sur One Piece, sur le chapitre 1145 de One Piece. Donc voilà, on va étudier, regarder un petit peu en profondeur, surtout se focaliser sur l'aspect visuel étant donné que les autres informations on les a traitées dans les précédentes vidéos. Mais faut pas oublier que voilà, toutes les semaines on est surpris par une petite information qui nous a échappé, en tout cas qui a échappé au spoil complet. Donc là on va essayer de regarder ça en détail pour pouvoir cerner la totalité des informations qui se trouvent dans ce chapitre. Donc voilà, juste avant, comme d'habitude, petite auto-promo les gars, n'hésitez pas à rejoindre la team, surtout pour la team YouTube. N'hésitez pas à follow, liker, commenter. N'hésitez pas tout simplement à venir sur le Discord par exemple pour pouvoir communiquer, pour pouvoir échanger nos théories, pour pouvoir alimenter un petit peu tout simplement le Discord en informations autour de One Piece. Vous avez déjà énormément de choses comme les mini-aventures, comme l'encyclopédie des fruits du démon. Bref, il y a énormément de choses. Donc voilà, en tout cas, je suis archi content que voilà, vous soyez là au rendez-vous. Merci pour toutes les personnes qui sont venues dans la précédente vidéo et merci aussi à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne de façon ultra fidèle et ultra ponctuelle. Je pense que c'est le bon mot. Donc voilà les gars, je pense avoir tout simplement fait le tour. Il y a aussi le Twitter, il y a aussi les souscriptions. Voilà, faites-le que si vous avez envie, que si vous le pouvez, mais ça aide énormément la chaîne. Un grand merci encore à toutes les personnes qui soutiennent. Donc let's go. Là cette fois-ci on passe directement au chapitre. J'espère que vous êtes bien prêts les gars parce que ça va être légendaire. Donc let's go, chapitre 1145, on commence avec un color spread, on enchaîne directement après avec une mini-aventure de Yamato, on va décrypter tout ça, et ensuite évidemment le chapitre qui fait 17 pages, donc voilà, c'est quand même un chapitre conséquent, sachant qu'il y a une pause la semaine prochaine. Habituellement ça arrive que Oda voilà, prenne un peu de retard, qu'il fasse un petit peu moins de pages, mais là c'est pas du tout le cas. Ok les gars, donc on est parti, on voit tout simplement le color spread ici présent qui est tout bonnement magnifique, voilà, donc j'avais le nom hier, c'est Midori Tatsuo, je crois. Excuse-moi si je me trompe. Mais en tout cas, c'est lui qui a fait tout simplement ce color spread. Il en a fait plein d'autres. Il a fait aussi des cartes One Piece. Il a vraiment fait beaucoup de choses. Donc voilà, il nous régale voilà, avec ce superbe color spread qui est vraiment pas mal. On a quelques petites réactions assez drôles, comme par exemple Luffy qui se pointe du doigt en disant voilà, c'est moi du coup qui est dans la télé. Donc il est vraiment croque. On a aussi l'heure ici qui est 11h15. Donc je pense que c'est l'heure qu'il est à Egghead lorsque l'on va reprendre les épisodes, parce que ça aurait pu être la sortie de l'épisode, sauf que l'épisode sort environ vers 10h du matin je crois, hein, 10h, 10h30 du matin si je me trompe pas au Japon, donc le fait que ce soit l'après-midi PM me fait penser que voilà, ça doit être l'heure d'Egghead, et sachez qu'ils sont restés uniquement que 2 jours à Egghead, ça me rend fou, parce que ça montre tout simplement que on a Luffy qui est arrivé la veille, qui a fait quelques petits saccages et tout sans dormir toute la nuit, ensuite il y a eu le journal, et le lendemain ils ont passé toute la journée à essayer de prendre Vegapunk et de fuir l'île, parce que voilà, c'était quelque chose qui était dans leur plan tout simplement. Donc voilà, superbe color spread. Je sais pas s'il y a d'autres petits easter eggs, mais je pense que oui, hein. Si on regarde, il y a un petit escargophone en fond, et en plus c'est l'escargophone des Mugiwara. Il y a pas mal de choses, les reflets sont magnifiques. En vrai, on a vraiment une qualité légendaire. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup la direction que prend ce color spread en tout cas. Donc let's go. On voit donc la page de couverture du chapitre, donc chapitre qui s'appelle Incendie sur la 8e route forestière du 2e district. On a donc Yamato qui observe l'horizon pour voir s'il reste pas d'ennemis. On voit aussi qu'elle a récupéré le sabre de Yasue, donc son sabre, et elle a aussi détruit la cible où était accroché Ulti. On voit Ulti qui enlace Page One qui lui est complètement attaché et KO, et voilà, on a une scène de retrouvailles émouvante. Donc voilà, pour moi il reste à peu près 2 à 3 pages de couverture pour cette mini-aventure, et après ce sera fini. Donc la seule question qui nous reste, c'est de savoir où Oda veut nous emmener avec cette mini-aventure, quel cliffhanger
cliffhanger y aura-t-il? Est-ce qu'il y aura une alliance entre Yamato et les enfants d'Hanafuda? Je pense que quelque chose va se passer comme ça, étant donné que voilà, les deux parents étaient alliés. Je pense que les enfants des deux parents vont pouvoir se retrouver et se considérer comme alliés. Donc voilà pour cette mini-aventure. Le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, 30e épisode. Peitan est vivant. Donc Peitan, c'est évidemment pas Joan. Donc je sais pas si c'est son surnom ou son prénom dans une autre langue, mais voilà, en tout cas c'est lui qui parle de lui. Ok, let's go. On commence directement avec une double page gigantesque et légendaire. On est directement dans un combat, donc on reprend pas là où le chapitre s'est arrêté la semaine dernière. Et on a donc le message de l'éditeur qui dit « Il y a un autre champ de bataille dans le royaume des morts ». Et on voit donc Goldberg qui dit « Ce truc fonce vers nous, Nash ». Et Nash, donc c'est le fameux bouclier vivant, le fameux Omi. Et lui, carrément, il parle et il dit quoi? Attends. Et du coup, Nash grandit pour pouvoir protéger tout le monde. Donc par conséquent, on a cette espèce de dinosaure dont on n'a toujours pas le nom pour l'instant, qui croque dans le bouclier, mais qui se casse toutes les dents. On a que le bouclier doit être vraiment renforcé, ce qui me plaît tout particulièrement. Ensuite, on a Sanji et Zoro qui préparent une attaque combinée qui commence par armée de l'air et qui finit par power shoot. Donc armée de l'air, power shoot. C'est une attaque combinée, mais en fait c'est Sanji qui propulse Zoro grâce à un coup de pied légendaire. Donc ça ressemble un petit peu combo qu'on avait vu sur l'île des hommes poissons ou à Wano, mais c'était plus ça avec Luffy, je crois. Et du coup là c'est Zoro et Sanji qui s'entendent plutôt bien, hein, assez contents en vrai. Hein. Donc on passe à la deuxième page. Je crois qu'on lui a réglé son compte. Même pour un géant, il est énorme. Les gros Gizaurus sont délicieux. C'est galère à préparer à cause de toute la graisse sous-cutanée, mais si on le fait cuire dans du saké, c'est un délice. Mais on n'a pas de saké, nous. Il y a du matériel de cuisine dans la cabane du chasseur. Allons chercher quelques herbes aromatiques en chemin. Ce truc-là, comment ça marche? C'est un fruit du démon. Et Goldberg dit, c'était à l'époque où mon vieux est allé affronter Big Mom. Ce bouclier est revenu avec une âme en lui. Vous voyez? Big Mom. Oh, il est comme Zeus alors. Quoi? Vous connaissez Zeus? Vous parlez de Zeus, le commandant en chef des Omi. C'est l'esclave de notre navigatrice maintenant. Pour vous dire à quel point vraiment Zeus il est même respecté dans le monde, mais par contre par Nami il est pas du tout respecté. Ça j'aime beaucoup. Donc voilà, ils se dirigent tous les trois vers la cabane de chasseurs pour cuisiner le gros Gizaurus. Gros Gizaurus qui est tout simplement une espèce, je pense, endémique d'Elbaf, ou en tout cas une espèce qu'on n'a jamais vue dans le manga tout simplement. Ok, tiens, petite rectification parce que j'avais dit ça la semaine dernière je crois. Je vous avais dit le seul moyen de monter en haut c'était d'utiliser un Sval avec le Painter, mais en fait je vous disais ça pensant au fait qu'il fallait transporter Loki et même transporter tout ce qu'il y a à transporter, tu vois. Alors qu'en fait, il y avait une deuxième solution, c'est de marcher là-haut, mais ce serait compliqué si Loki était blessé, etc., etc. Mais c'est vrai que moi, dans ma tête, je pensais vraiment au fait que, voilà, le pont ne servirait pas, étant donné que, voilà, faudrait porter Loki, il faudrait, je sais pas, porter s'il y a de la viande à porter la viande. Bref, vous avez capté qu'il y avait tellement de choses à porter que ça pouvait être compliqué de passer par le pont. Mais on va voir dans le chapitre que du coup, ça peut changer. Ok, donc voilà, là, on voit Loki qui dit les chevaliers divins. Ouais, ils ont débarqué ici. Des gens du gouvernement ici. Donc c'est eux qui t'ont fait ça? Ah, c'est ça. Tu t'es embrouillé avec quelqu'un quand tu n'étais pas ici, pas vrai? Pas du tout. Je suis mort. Donc c'est marrant parce que la relation Ajrudin et Loki, elle est vraiment vénère, tu vois. Ensuite, on voit toujours, ce qui est bien d'ailleurs, c'est que Loki est encore attaché à ses deux pieds grâce aux menottes en granit marin. Et on a aussi les tailles qui sont respectées. Et évidemment, le Ragnir qui est juste derrière. Donc voilà, légendaire, j'adore en tout cas. Les éléments sont tous à leur place, ça fait plaisir. Alors, Loki qui dit, si j'étais allé assez loin pour croiser des types comme eux, je serais déjà le roi du monde. Des guerriers du gouvernement mondial. Donc voilà, Luffy est choqué parce que du coup, je crois qu'il connaît pas les chevaliers divins. Et d'ailleurs, je pense que personne ne connaît les chevaliers divins, peut-être à part Robin, parce que voilà, elle a beaucoup d'informations. Étant donné qu'elle connaissait le CP0, le chevalier divin, ce serait pas impossible. Mais c'est vrai que les Mugiwara en soi ne sont pas censés connaître les chevaliers divins pour l'instant. On en a chopé un. Ouah, il est énorme ce truc. C'est un gros Gizaurus. C'est super nutritif. Et Zoro qui dit, c'est moi qui lui ai réglé son compte. Ouais, c'était génial pendant un instant. J'ai cru qu'un brocoli dansait dans le ciel. Je suis mort. Je pensais que Sanji allait pas réagir comme ça et qu'il allait dire ouais bah tu serais jamais arrivé si je t'avais pas propulsé. Mais au final non, il a dit c'était marrant. Au contraire il se moque de lui et il va pas s'énerver, donc c'est des choses qui changent un petit peu dans leur relation que j'adore, tu vois. Ensuite on a Goldberg qui dit vous avez un peu de bois pour moi? Un géant de l'équipage d'Ajrudin répond oui tiens merci pour le gros Gizaurus. Bon c'est parti. Ça a l'air bon. Ce n'est pas pour toi. Ah désolé. Ça c'est Luffy. Et du coup Luffy qui carrément prend ça comme si c'était un marteau et le tape dans la tête de Loki. Je suis
suis mort. Vraiment, Oda, il se régale en ce moment. Et Luffy dit, tiens, Loki. Et Loki répond, ça brûle, espèce d'abruti. Et évidemment, Gerd qui dit, attention, Luffy, ses blessures pourraient se rouvrir. Loki qui le regarde énervé et qui dit, tu veux me buter ou quoi? Bon, au moins, t'as retrouvé la forme. Et ça, c'est Luffy qui dit ça. Il arrive à voir le bon côté des choses, alors qu'il fait n'importe quoi. Vraiment fort, ce Luffy. Allez, mange un peu. Tu guériras pas si tu manges pas. Et du coup, on voit Loki qui se régale, on a l'impression. Et qui dit, j'arrive pas à avaler comme ça. Vous croyez que je peux manger allongé? Aidez-moi à me redresser. Et je sais pas c'est qui dit ça, mais quelqu'un dit, quelle princesse celui-là. Loki commence à tousser. Et Luffy dit, t'as failli t'étouffer, il y a de la soupe si tu veux. Je vais la chercher. Et Luffy qui part chercher la soupe dans un verre gigantesque qui court. Et Loki qui est choqué qui dit, ce truc fume encore. Garde ça loin de moi. Et évidemment, Luffy, sans faire exprès, renverse toute la soupe. Et ça brûle Loki. Et du coup, Gerd dit, on dirait qu'il s'est encore brûlé. Amenez-le loin d'ici. Il a compris que Luffy, c'était une galère. Et que, franchement, c'est une galère, mais malgré lui. C'est pas quelqu'un qui l'aurait envie de tuer parce que il est méchant ou quoi. Non, il va le tuer parce que il l'énerve au plus haut point. Et il fait gaffe sur gaffe. Ça... En plus, c'est bien parce que c'est vraiment 100% Luffy. Et c'est trop marrant d'avoir des petits running gags comme ça. Donc voilà, c'est des petites pauses d'accalmie dans la narration. Étant donné que voilà, on allie un petit peu combat, on va dire, d'un côté, avec les enfants, etc., qui sont des choses plutôt sérieuses, tu vois, d'utiliser des enfants et tout. Et de l'autre côté, on a Luffy qui est en détente et qui fait n'importe quoi. Mais c'est marrant. Ok, Luffy qui s'excuse du coup, qui dit désolé, je ne voulais pas. Et Gerd qui regarde Luffy avec un pouce en l'air. Et Sanji qui dit toi aussi Gerd d'amour. Et du coup, Sanji continue avec qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour que les géants le détestent à ce point, ce type. Et Zoro répond alors toute cette promesse avec Luffy c'était du pipeau. Non, je sais vraiment où se trouve le roux. Vraiment? Alors on t'écoute. Vous n'avez toujours pas tenu votre promesse de me retirer ces chaînes. Donc voilà, ça c'est assez intéressant parce que du coup, là la manière dont il affirme les choses nous fait penser qu'il connaît vraiment la destination du roux. Et c'est vrai que le roux était passé le voir, donc est-ce que c'était dans un passé proche ou dans un passé lointain? Je sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que du coup il a vraiment l'air de savoir où est le roux. Sinon je pense pas qu'il l'aurait tout simplement dit ça comme ça. Après oubliez pas que Loki c'est censé être un être malicieux, un menteur, un manipulateur. On va voir si cette fois-ci il va mentir ou dire la vérité. Mais voilà, sachez que voilà, on peut pas lui faire confiance étant donné son statut et la personne qu'il est tout simplement. Ok, on continue. Loki qui dit tu veux vraiment rencontrer le roux? Je la comprends ton admiration pour un pirate que t'as rencontré étant gamin. On dirait que toi aussi tu as eu quelqu'un comme ça. Ouais, c'est le cas. Malheureusement, je n'étais qu'un gamin à l'époque. Et du coup, on voit Loki qui a la même taille que dans les précédents souvenirs. Et il a son fameux kanabo et toujours ses yeux bandés. Donc je pense que Loki, ça peut être un aveugle depuis la naissance. Et du coup, je pense que c'est comme ça qu'il a pu entraîner son acquis de l'observation. Et ce qui fait qu'il peut voir tout simplement les gens d'une certaine manière. Et dans le flashback, on voit Loki dire « Emmenez-moi avec vous. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour tomber sur un morveux comme toi. Me force pas à le répéter. » Donc voilà la fameuse ombre de Xebec. On pourrait douter, mais bon, les cheveux ne trahissent pas, le regard sombre ne trahit pas. Et l'admiration que Loki puisse lui porter vient sûrement du fait que voilà, Xebec était bien sombre. Ça va parfaitement avec le personnage de Loki. Et du coup, on a Xebec qui répond et qui dit « Alors battons-nous. Hein ?» Et du coup, on voit Barbe Blanche dire à Xebec « T'as dégainé une arme contre un gamin, t'es sérieux ?» La ferme, Newgate. Et du coup, on retombe dans le présent avec la petite phrase de Loki qui dit « Je suis né à la mauvaise époque. » Donc cette fois-ci, on passe sur Dory et Brogy qui sont tout simplement à bord du Great Eric version Sval. Et on entend tout simplement Dory dire « Ces drogues ressemblent à une foutue armée de morts. » Et de l'autre côté, on a Brogy qui dit « Il y a plein de fantômes aussi, on se croirait dans une histoire d'horreur pour gamins. On va les neutraliser en un seul coup. » Du coup, il y a quelqu'un qui dit « Regardez, c'est Loki, lui. » Gaban dit « Laissez-le moi. » Il arrive, il fait tournoyer ses haches, donc voilà, hein. On voit un petit peu son panel de techniques, et on voit qu'il fait tournoyer ses haches, donc voilà, j'imagine tellement Gaban pouvoir virevolter comme ça et tout couper de manière légendaire. J'ai hâte d'ailleurs de le voir version Prime. Alors ici, on a quelqu'un qui dit « Heureusement que ces trucs-là sont sortis de l'imagination des enfants. S'ils avaient vu de vrais monstres, ils seraient encore plus forts. Heureusement que ce n'est jamais arrivé. » Donc voilà, ça c'est la traduction manga moins qui a décidé de porter la phrase sur les monstres, alors que dans les spoils complets, on avait plus l'impression qu'il parlait de Loki. Donc à voir quel choix la version officielle va faire, mais c'est intéressant de voir que voilà, il y a vraiment des différences en termes de choix. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il se battait contre Loki, donc il y a forcément un lien, j'ai l'impression. Après, c'est que mon avis. Ok, Gaban qui dit, il en reste encore. Ils sont 3. On ne peut pas cacher une voix aussi étrange. Je les ressens parfaitement. Donc voilà, déjà là, c'est plus pareil, tu vois. Ça montre vraiment qu'il arrive à les ressentir de manière très très forte, tu vois. Il arrive à les voir très facilement. Et ça, c'est ouf, parce que ça montre que vraiment Gaban a
acquis de l'observation monstrueux. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Loki pourrait avoir un acquis monstrueux lui aussi, parce que vu qu'il est obligé de tout le temps être en mode acquis, étant donné qu'il est aveugle, d'après les théories, on va dire, d'après mes théories, et je pense que ça se pourrait qu'il soit tout simplement surpuissant en termes de acquis, qui pourrait, entre guillemets, égaler Gaban, même si c'est quelque chose de quasiment impossible. Je garde ça en tête parce que je trouve que Loki, pour l'instant, il a, entre guillemets, rien d'extraordinaire, alors qu'il est extraordinaire. Je pense que vous voyez exactement ce que je veux dire. Donc Gaban qui dit si même Elbaf n'est plus sûr, alors c'est vraiment la fin du monde. Du côté des pompiers, on voit du coup les pompiers qui essayent d'éteindre l'incendie, utiliser l'eau de la mer de nuages. Et les gens disent ça marche, l'incendie est trop gros ici. On passe à la page suivante. On voit donc Saul qui a tout simplement battu Fenrir. Et Saul qui dit les pompiers, merci d'être venus, mais il faut se dépêcher, les enfants se dirigent tout droit dans le feu. On arrose à pression maximale, la vanne est sur le point d'exploser. Et du coup on voit les enfants qui eux continuent leur marche somnambulaire sans s'arrêter. Et du coup on a Saul qui crie éteignez ce feu, je vous en supplie, vous pouvez le faire. On termine avec, en fin de page, vite éteignez-le par pitié. Et on voit du coup Somers et Gunko qui discutent et qui disent regarde Gunko, les gamins vont brûler vifs. S'ils brûlent, tu crois qu'ils vont se réveiller? J'aimerais bien avoir la réponse par rapport à ça. Je pense que ça pourrait être pas mal. Alors, Gunko qui dit ils se réveilleront à cause de la chaleur en hurlant le nom de leurs parents, le visage tordu de douleur, et au final, il ne restera plus que leurs os dévorés par les flammes. Mais c'est Gunko ou c'est Robin? Wesh. Donc là, comme je vous disais, dans les spoils complets, le fait que Gunko puisse être gentil commence à tout simplement s'estomper, étant donné que voilà, on a des informations qui vont, je pense, dans le sens contraire. Cependant, ça pourrait être une fin de Doda qui justement appuie sur le côté un petit peu hyper rude, hyper dur de Gunko pour la faire passer pour une méchante maintenant et plus tard la faire passer pour une gentille. Exactement comme Robin qui a introduit entre guillemets les Mugiwara en tant que méchante et aussi dans son comportement qui à chaque fois imagine des scènes complètement loufoques. Je sais que vous aimez bien quand je dis ça. Donc voilà. Et du coup là on a tous les enfants qui marchent et qui se dirigent vraiment droit dans le feu et on entend et c'est presque émouvant, dis donc. Ça doit être Somers qui dit ça. Et là on voit Jinbei arriver à la rescousse et qui dit Umigumo, qu'est-ce qui se passe? L'incendie est toujours là, on est déjà à pression maximale, ça va pas le faire, les enfants arrêtez. Et on voit Saul qui commence à courir et les enfants qui mettent un premier pas dans le feu. Et là on a un Hipponzoi qui justement pop de la mer de nuages pour s'écraser dans l'incendie. Et du coup ça veut dire mer de nuages, projection de courant marin. Ok, on continue. Jinbei sort de la mer de nuages et dit bon, j'imagine que c'est fini, je suis arrivé à temps. On est là, monte vite. Du coup il y a Brook, il y a Nami, il y a Usopp qui dit bravo Jinbei, j'ai eu des frissons. Et là on voit tout simplement que voilà, l'attaque de Jinbei s'écrase sur la forêt et c'est une attaque qui est gigantesque parce qu'on voit Colon au premier plan et l'attaque derrière est complètement colossale. Vraiment, il a pas blagué. On avait l'impression qu'elle était petite, mais là, elle est plus grande qu'un géant, elle est plus grande que Loki l'attaque. Donc, ça montre vraiment la puissance de Jinbei qui n'arrête de croître depuis le début du manga. Ok, donc voilà, tous les géants sont choqués. On voit que l'incendie commence à se calmer. Et du coup, on a un message qui dit l'incendie de la 8e route forestière du 2e district a été complètement maîtrisé. Les enfants sont sains et saufs. Ils ont échappé au danger des flammes, mais ils ne se sont toujours pas arrêtés. Et du coup, on a Dori, Broigi et Oimo, je crois, qui dit c'était -1. Je savais que vous en étiez capable. Bien joué les pompiers. Du coup, c'est les pompiers qui prennent tout, qui prennent toute la gloire. Après, je pense qu'eux, ils peuvent pas voir d'ici, donc c'est logique. Vous êtes des dieux qui ont protégé Elbaf. On n'est pas des dieux, mais content qu'ils soient sains et saufs. Ouais, je suis mort. Chopper et Robin disent Robin, c'était Jinbei près de nous, non? Alors, on a donc Colon qui dit waouh, Jinbei, c'était trop cool. Merci Jinbei. Ce n'est rien. Je sais que tout le monde à l'école me déteste, mais pour moi, ce sont toujours mes amis. C'est gentil de ta part, Colon. Sauvons-les tous. Et Colon dit ouais. Et là, du coup, Colon regarde sur sa gauche et dit ouais, t'es qui toi? Et il voit Gunko qui arrive d'une manière vraiment spectaculaire. Et elle arrive avec ses flèches. Franchement, c'est légendaire. Il y avait un gamin en dehors de l'école. Un gamin sacrément bruyant en plus. Donc voilà, c'est la dernière page du chapitre et du coup tout le monde est choqué, y compris Brook, et j'ai hâte de voir comment Gunko va réagir à la vue de Brook, son idole. Donc ça va être légendaire parce que j'ai hâte. Et là, tu vois, elle est bien bresson, bien sombre, donc ça se peut que dans le prochain chapitre ce soit une fanboy toute rouge et tout. Surtout qu'on l'a déjà vu un petit peu comme ça, quand elle mangeait justement la nourriture, elle était vraiment hyper contente, donc là on pourrait avoir quelque chose de similaire. Cependant, comme je vous ai expliqué, son éducation de Tenryubito fait d'elle quelqu'un pour l'instant, voilà, difficilement appréciable, en tout cas pour le bon côté, pour le côté de Luffy. Mais par contre, il faut voir ça comme une potentialité. L'un ou l'autre est possible. Donc voilà, en tout cas, c'est fini pour ce chapitre. Un affrontement enfin, et on a une pause la semaine prochaine. Donc voilà.
Je pense que c'est une pause méritée après tout simplement ce qu'on vient de voir et ce qu'on vient de vivre avec ce chapitre. Donc voilà les gars, très bon chapitre, hein, franchement légendaire. Et on va passer tout simplement à l'analyse. Donc voilà, hein, en vrai, au niveau visuel, on n'a pas plus d'informations, à part potentiellement voilà, des petites attaques comme celle de Gaban, qui a tout simplement fait tournoyer ses lames. Donc voilà, une maîtrise potentiellement légendaire, hein, peut-être des coups circulaires, etc. etc. C'est des choses qui sont possibles. Hein. Moi je vois bien Gaban tourner sur lui-même avec ses 2 haches et couper toute une forêt entière avec une lame d'air. Donc c'est quelque chose qui m'impressionnerait pas. Et en plus son nom c'est le dévoreur de montagne parce qu'il avait coupé tout simplement tous les arbres d'une montagne, mais potentiellement que couper une montagne ce soit pas quelque chose d'extraordinaire pour lui. Donc ça c'est une chose. Ensuite on a Gonko qui tout simplement vient d'arriver sur le navire. Donc voilà, pas plus d'informations étant donné que pas de réaction. Elle a l'air plutôt sombre. Elle a sauté directement sur le navire sans même prévenir ses collègues, d'après ce qu'on a vu. Donc à voir si elle a voulu venir voir Brooke ou si elle est vraiment là pour en découdre avec tout le monde. Et en plus, la première chose qu'elle a dite, c'était en rapport avec les enfants. Donc peut-être qu'elle déteste les enfants ou quelque chose comme ça, parce que c'est assez bizarre de s'intéresser aux enfants, alors que voilà, un enfant de plus, un enfant de moins, je pense que voilà, c'est pas très intéressant pour elle. Enfin, d'après moi en tout cas. Ensuite, on a eu quelques phrases qui ont changé depuis les spoils complets, donc l'analyse va être différente. Mais bon, je vais pas changer ce que j'ai dit précédemment dans les vidéos, parce que ça se peut que je change encore quand on aura le chapitre officiel tout simplement. Donc pour l'instant on va attendre, je pense que c'est mieux et je vous ferai une update dans 2 semaines quand les chapitres reviendront. Donc voilà, en tout cas Loki qui dit savoir où est le roux, donc ça aussi c'est intéressant parce que moi j'ai l'impression qu'il sait pas. Je pense que comme je l'ai dit, le roux ça doit être quelqu'un d'imprévisible qui se déplace au gré du vent et qui en plus de ça il est plutôt en mode je vais chercher les poneglyphes et je chasse Barbe Noire. C'est un petit peu les 2 objectifs qu'il a eu récemment, tu vois. Donc je le vois mal dire à Loki où il va précisément, à part s'il a demandé quelque chose à Loki, c'est pas impossible. Par exemple, il a dit ouais Loki, toi qui as déjà navigué à cet endroit-là, est-ce que tu peux me donner cette indication par rapport à cette île? Et peut-être que c'est à cause de ça qu'on sait tout simplement où se dirige Shanks. Mais rien n'est sûr pour l'instant. Oubliez pas que Loki c'est quelqu'un de malicieux, c'est quelqu'un de manipulateur. Oubliez pas ce que Ajrodin a dit. Toute son enfance, il a jamais fait que dire des méchantes choses et tout. Donc est-ce qu'il dit ça parce qu'Ajrodin s'est fait harceler par son frère, ou est-ce qu'il dit ça parce que c'est la vérité? Gardez les 2 en tête parce qu'on n'est pas à l'abri d'une révélation type foreshadowing, quoi, vous avez capté. Donc voilà, aussi chapitre plutôt orienté sur les running gags, parce que voilà, on a Luffy qui fait n'importe quoi, qui renverse tout, qui donne des coups de des coups de gigot, c'est un délire. Donc j'aime beaucoup la manière dont Oda amène un petit peu des scènes drôles, émouvantes, pour venir contraster les scènes un petit peu plus hardcore avec voilà des enfants qui vont finir brûlés vifs, des géants impuissants face à un incendie. Bref, vous avez capté que c'est des choses qui, je pense, sont plutôt bien faites, plutôt bien pensées, et ça donne vraiment du relief au chapitre, et on a tout simplement les groupes qui commencent à se réunir. C'est exactement ce que je vous disais il y a quelques semaines, que voilà, tout le monde s'est éparpillé, et là les groupes se réunissent pour pouvoir tout simplement se réunir à un même point. Et donc là on a Gonko qui a attaqué entre guillemets le navire de Colon, avec Brook, Nami, Usopp et Colon, et du coup par conséquent Jinbei. Et là, juste à côté, on a donc Robin et Chopper qui eux sont avec Saul. Donc voilà, encore un groupe qui sont quasiment en train de se réunir étant donné qu'ils sont juste à côté. Ensuite, on a Luffy qui est en bas et peut-être qu'il pourrait prendre un détour ou le pont, hein, c'est pas impossible, pour justement accéder à peut-être le côté robot, hein, le côté Franky, Ripley, etc. Pour voilà que 2 groupes se rejoignent et que 2 autres groupes se rejoignent. Donc c'est des choses qui sont assez probables, et en plus de ça, voilà, ça permettrait à l'équipage d'éviter les combats en premier lieu, c'est-à-dire éviter que voilà des gens viennent aider Robin, Brook, Nami, Usopp, etc., etc., pour qu'ils puissent un petit peu se débrouiller seuls face au Chevalier Divin. Et d'un autre côté, ça permettrait aussi de donner un combat un peu plus long que prévu, parce que si on a le Monster Trio qui arrive avec Loki contre les Chevaliers Divins, et qu'en plus de ça Loki est bien énervé par rapport à ce que Gonko a fait, je pense qu'ils vont pas faire long feu. Vraiment, je pense qu'ils vont vraiment pas faire long feu, et surtout s'ils apprennent ce qu'ils ont fait aux enfants, tout ça, je pense que Luffy va vraiment pas blaguer. Donc je crois que Oda va peut-être plus les séparer pour l'instant que créer un combat vraiment dans le dur pour éviter que ce soit quelque chose de trop facile entre guillemets. Et aussi, il va falloir vérifier l'immortalité, donc on n'a pas d'informations par rapport à ça. Est-ce qu'ils sont immortels ou non? On va voir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont redoutables. Ils sont vraiment ultra puissant. Donc voilà, je pense avoir fait le tour en tout cas pour ce chapitre qui pour moi était quand même légendaire, hein. J'ai vraiment beaucoup aimé, hein. Surtout que c'est pas le type de chapitre qu'on a d'habitude, et une grosse mention spéciale pour Jinbei et son attaque
colossal, hein, vraiment l'attaque était gigantesque, hein, quand tu vois la taille de Colon qui fait la taille d'un géant enfant, et l'attaque qui est derrière au loin, qui est tout simplement gigantesque, on voit vraiment que Jinbei c'est vraiment quelqu'un d'indispensable et de beaucoup plus fort qu'on pourrait croire au premier abord. Donc voilà, pas plus d'informations sur Xebec, hein, les flashbacks étaient vraiment très faibles. Hein. Et aussi, voilà, je vais terminer sur ça, il y a très longtemps une théorie sur le fait que voilà, Baggy pourrait être le fils de Xebec, et que Xebec en fait c'était un faible, etc. Je vous avais déjà dit à l'époque que c'était impossible, parce que voilà, il y avait trop de trucs, Xebec contre Roger et tout, bref, ça aurait été trop bizarre que le plus grand ennemi de tous les temps soit considéré comme fort alors qu'au final il était faible. Et aussi, il y avait simplement des informations, tu vois, sur la manière dont Xebec parlait Roger, sa manière de le prendre de haut, et aussi la manière dont Barbe Noire idéalisait Xebec, tu vois. Si c'était quelqu'un de faible, je doute réellement que Barbe Noire puisse l'idéaliser. Et si un pirate est craint, c'est pour moi, je pense forcément à cause de ses méfaits, tu vois. À part Baggy, je pense pas qu'un autre pirate puisse avoir une notoriété telle et au final ne pas être suffisamment fort. Et oubliez pas que Baggy n'est pas faible, d'après les dires de Rayleigh, voilà, il a dit que Baggy devait avoir un haki puissant, donc est-ce que c'est un haki comparable à un empereur? Je doute. Par contre, il n'est pas faible non plus. Je pense que voilà, contre un Shichibukai, il devrait pouvoir se débrouiller. Je pense que son vrai level doit se tourner autour d'un Shichibukai. Et même sans ça, lui, sa force ne réside pas dans son pouvoir, mais réside dans le fait de pouvoir convaincre et emmener les foules avec lui. C'est un petit peu le pouvoir de Luffy. Et ça montre aussi que l'auteur, il lui fait une énorme faveur et il compte bien le mettre en avant grâce à ça. En tout cas, nous, aucune surprise par rapport au fait que Xebec est ultra puissant. Voilà, je pense que le fait qu'ils disent la ferme Newgate, ça appuie parfaitement ce qu'on a dit. Mais voilà, d'un côté, je dis théorie validée, mais en vrai, pour moi, il n'y a pas de quoi être fier. C'était quelque chose pour moi qui était évident. Et mettre une théorie sur le fait qu'il pourrait avoir les cheveux bleus et que ce soit le fils de Baggy, c'est très risqué et les probabilités étaient vraiment pas dans ce sens-là. Donc effectivement, si cette théorie aurait été validée, franchement GG, parce que ça aurait été vraiment légendaire. Mais là, malheureusement, avec toutes les infos qu'on a, je pense sincèrement que c'est totalement impossible. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais comme je dis à chaque fois, pour moi, je préfère rester sur les faits et ce qu'on a et me tromper que dire une vérité qui, tout simplement, est sortie de mon chapeau. Excellent. Donc voilà, je pense avoir fait le tour en tout cas pour cette petite analyse. J'ai grave kiffé, j'espère que vous aussi. Nous on se retrouvera tout simplement très bientôt, donc dimanche pour le retour des épisodes de One Piece. J'espère que vous êtes bien prêts. Il y a aussi des live gaming, hein. Je vous invite tout simplement à venir rejoindre la chaîne, hein, pour pouvoir discuter. Hein. C'est là-bas où justement on traite de pas mal de sujets et en même temps on joue, c'est grave cool. Et sinon vous avez évidemment le Discord si jamais vous voulez tout simplement venir discuter, parler dans un salon vocal. Vous pouvez créer vos propres salons, les diriger, vous pouvez même faire des streams et tout, faites ce que vous voulez les gars. Et sinon, vous avez évidemment pour la team YouTube, voilà, vous pouvez soutenir tout simplement en likant, follow, commentant, parce que ça nous aide énormément dans l'algorithme et le référencement. Et vous avez aussi accès aux souscriptions pour participer de manière financière. Faites-le que si vous avez envie, que si vous le voulez. Et voilà, ça nous aide pour les concepts, mais aussi pour le matériel. Donc faites comme bon vous semble, mais un grand merci en tout cas à tous ceux qui le font, parce que voilà, ça nous régale les frères. Ça régale de ouf. Franchement, vous êtes les boss. On est de plus en plus nombreux. C'est hyper agréable. Donc voilà, merci énormément. Voilà, vous avez le Twitter, vous avez plein d'autres choses aussi. Mais voilà, je resterai sur ça aujourd'hui. Donc voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.